On va commencer avec l'intervention de Madame Chiara Corazza. Vous êtes donc membre du Gender Equality Advisory Council du G7, représentante pour la France du secteur privé au G20 Empower Alliance et membre du Comité économique et social européen. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur. Alors, moi, je me suis occupée pendant... Ça fait 42 ans que je travaille, donc j'ai eu un parcours extrêmement différent et différencié. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Ce qui est certain, c'est que partout où j'étais, je me suis toujours beaucoup occupée des femmes, parce que naturellement, je me suis appuyée sur elles pour faire avancer des choses et des projets qui m'étaient nés à cœur. Dernièrement, j'étais pour près de 5 ans à la tête du Women's Forum for the Common Society, où je me suis effectivement efforcée d'expliquer aux chefs d'État et des gouvernements depuis Toronto, donc c'était au moment, en 2018, le premier G7 sur lequel je suis intervenue, pour expliquer aux chefs d'État et des gouvernements et au secteur privé de comment, la main dans la main, la gender equality n'était pas simplement protéger les femmes et autres, mais c'était les impliquer dans tous les sujets fondamentaux qui sont le changement climatique, qui sont l'intelligence artificielle, qui sont bien sûr la cybersécurité, on arrive, tout ce qui concerne la santé, les femmes aux tables des négociations, là on peut avoir une influence, tout ce qui concerne les investissements, l'accès au capital. Donc, ne pas cantonner aux femmes en un rôle de femmes, mais voir quelle est la contribution que les femmes peuvent apporter à faire en sorte que le monde soit meilleur pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, hommes et femmes. Hein. Ce n'est pas pour les femmes, hein, j'insiste, c'est pour l'humanité tout entière. Parce que les femmes ne sont pas des victimes. Elles sont tout à fait capables d'apporter une contribution positive. Et le domaine d'aujourd'hui, je dirais, est essentiel parce que si vous regardez quels sont les outils dont on a besoin pour transformer le monde, ce sont des outils qui n'existaient pas il y a 20, 30, 40 ans et donc lesquels les femmes sont très peu présentes. Je vais y arriver. Donc en fait, on a besoin, le monde a besoin que nous portions notre contribution dans tout ce qui est la transformation en cours. On ne peut pas dessiner, inventer, construire le monde de demain sans tenir compte de notre apport. C'est juste ça, l'enjeu. Tout à fait. C'est ce que je porte, donc, je sais au G20. Et pardon, juste pour vous expliquer, le GEAC, le Gender Equality Advisory Board, est l'organisme officiel du G7, et donc j'ai été choisie par le chancelier Scholz pour faire partie des 15 experts qui participent à travailler avec les chefs d'État et de gouvernement pour faire les lois, pour avancer. Mais en même temps, au niveau du G20, je représente le secteur privé, donc là, c'est la voix des entreprises, les best practices, les champions, et on essaye au niveau mondial, bien sûr, de ne pas réinventer ce qui a été fait, mais de valoriser ce qui existe et de le développer et de faire en sorte que ça marche. Donc voilà, c'est ça que je fais au niveau international et c'est très utile parce que si on ne les alertait pas eux, on ne pourra pas faire nous dans notre petit groupe. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on a évoqué ce matin, puisque j'ai évoqué aussi l'importance de sensibiliser les politiques et les élus. Et là, c'est une démarche qui est délicate, difficile, parce qu'ils sont loin d'être sensibilisés à cette question. Est-ce que vous percevez aujourd'hui, au niveau européen, une évolution dans ces pratiques? Alors, moi, j'ai senti un énorme changement depuis, je vous le dis très honnêtement, pas parce qu'on est en France, le G7 français. Le G7 français était pour combattre les inégalités. Et le président Macron, vous le savez, avait fait de son premier quinquennat c'était pas du tout les questions qu'on avait prévues là. Hein. Voilà, tout à fait. Non, mais j'en profite. Attendez, on a dit on joue le dialogue, donc on y va. Et puis après ça, on va revenir à la question. Ne vous inquiétez pas. Macron avait fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son premier quinquennat. Et pendant le G7 à Biarritz, le but était de faire, c'était avant Covid, rappelez-vous, donc c'était un monde riche qui parlait aux riches. Je vous rappelle que le G7 sont 62% de la richesse mondiale. Et donc le but était de réduire les inégalités. Et dans les inégalités, un mainstream, comme on dit, quelque chose vraiment leitmotiv, était la gender equality. Donc pour moi, ça a été une autoroute pour pouvoir travailler la main dans la main avec les ministres des Finances. C'était pas le genre, une fois de plus, et pouvoir proposer toute une série de choses. Et c'est à l'issue effectivement du G7 qu'il y a eu peut-être comment on peut dire, cette prise de conscience internationale du rôle que les femmes pouvaient jouer. À ce propos, vous évoquez régulièrement le paradoxe des genres. Vous pouvez nous expliquer? Oui, moi, je voudrais peut-être, avant de vous parler des paradoxes des genres, vous rappeler quelques chiffres. Vous les connaissez, vous êtes toutes des femmes et d'hommes qui connaissent les chiffres, mais je voudrais rappeler quelques chiffres qui sont quand même, qui font le point de la situation et que j'utilise notamment pour alerter les chefs d'État et des gouvernements. Alors, une fois de plus, beaucoup vous les connaissez, mais là, c'est un raccourci qui est assez pertinent et qui est au niveau mondial.
Vous savez que les femmes représentent 54% de la force de travail dans les pays de l'OCDE, mais qui contribuent qu'à 32% de la création de richesse. Tout le monde en pâtit. Vous savez que les femmes sont à peu près 2% au top niveau dans la finance. Donc, qu'est-ce qui décide comment on investit l'argent? 98% d'hommes, rien contre. Vous savez que les femmes sont à peu près 20% d'ingénieurs dans le monde. On y reviendra parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Elles sont 22% à concevoir et à coder et à préparer les algorithmes. Et vous savez l'importance grandissante au quotidien de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez comment tout ça risque de créer un monde dangereux. Permettez-moi d'utiliser ces termes. Les femmes sont 6% des CEO mondiaux. Donc, qui décide dans les grands groupes? Les hommes. Les femmes ne sont que 11% de la cybersécurité, puisqu'on parle de... Mais ça, c'est des chiffres que vous connaissez bien. Donc, si vous voulez, ces chiffres sont alarmants. Et puis, il y a une question de justice. Vous savez que le prix Nobel a été créé en 1908. Il y a 20 femmes prix Nobel des sciences contre quelque chose comme 200 et quelques hommes. Donc voilà, essayons de remettre de l'ordre pour que ça sert à tout le monde, une fois de plus. 6% des femmes dans l'énergie. Qu'est-ce qui est important en ce moment? On est dans une multicrise, et je me permets d'insister là-dessus. On a une multicrise qui est à la fois économique, sociale, on le sait, mais je ne parle pas de la France, hein. Bien entendu climatique, énergétique, sécuritaire, avec une guerre à nos portes. Où sont les femmes? Où sont les femmes qui décident et qui font? Une fois de plus, les hommes sont formidables, mais on a besoin de plus de diversité pour enrichir les débats, pour co-construire ensemble de façon meilleure. Donc, ce n'est pas une lutte de Amazon contre les hommes, c'est d'y dire qu'on gaspille des compétences, permettez-moi d'insister sur le terme de gaspillage, des compétences qui ne sont pas là pour apporter quelque chose. Et quand on sait que 80% de métiers du futur, il faut les inventer, parce que ni vous, ni moi, ni vous savons qu'est-ce que c'est. Une fois de plus, on ne peut pas laisser qu'aux hommes de décider quel va être le monde dans lequel on va vivre. Donc voilà, c'est pour ça que ça, c'est des chiffres importants. Et je n'ai pas parlé d'économie. Vous avez 224 millions de femmes qui sont chefs d'entreprise, propriétaires de leur entreprise dans le monde. Vous savez combien elles ont accès au capital? Moins de 1% d'appels d'offres publiques et privées. Moins de 1%. L'année dernière, un pays comme le Japon, dont 35% du budget sont des appels d'offres publics, il n'y a pas une entreprise portée par des femmes, même pas la boulangère. C'est juste un gaspillage économique. Donc voilà, je veux dire, c'est ça que j'alerte. Venture capital, 2% les femmes. Pourquoi? On est moins bonnes que les hommes pour faire des startups. Donc c'est ça qui est important, mais quelles sont les solutions? Quels sont les remèdes? Et vous me parliez du paradoxe du genre. C'est une question que j'adore. Si vous me le permettez, du coup, à vous écouter, j'ai honte. Je suis un homme. Qu'est-ce que je fais là? Non, on a besoin de vous. Mais si on ne le fait pas ensemble... je veux dire aussi, parce vous savez, que les chefs d'État des de gouvernements sont souvent des hommes. Hein, oui, et on travaille avec eux la main dans la main et ils comprennent très bien. Hein, oui, comprennent très bien. Alors, le paradoxe de genre. Vous en avez entendu parler des paradoxes de genre? Moi, c'est quelque chose qui me fait presque peur. Plus un pays est avancé en nombre de genres, plus on est entre nous, démocratique, et moins il y a des femmes dans les STEM. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse aux pays les moins responsables en termes de parity le soin d'avoir des femmes là où on commande. Je vous donne un exemple. En ce moment, on parle beaucoup d'Iran. J'espère qu'on est tous très solidaires avec ce qui se passe. Vous savez combien il y a de femmes ingénieures en Iran? 60%. Pourquoi? Elles ne peuvent pas être magistrates, elles ne peuvent pas être avocates, elles ne peuvent pas être ici, elles ne peuvent pas l'être là. Qu'est-ce qu'elles font? Elles choisissent des études où elles sont sûres qu'elles ont un marché, qu'elles peuvent travailler. Parce que là, tout le monde a besoin d'ingénieurs, tout le monde a besoin de médecins, tout le monde a... Donc, 60%. Parfait. Les Émirats, champions du monde, 65% de femmes ingénieures. Super. Pourquoi? Arabie Saoudite, 60% de femmes ingénieures. Top niveau, hein? MIT, Oxford, voilà, top. Pourquoi? Parce qu'ils ont un marché des oil and gas, ils ont des priorités, ils connaissent ça, ils savent qu'ils peuvent travailler. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, quand je faisais mes forums Asie ou autres à Singapour, par exemple, j'ai rencontré des femmes indiennes incroyables. Ingénieures, patronnes de Facebook, patronnes de Twitter, en Asie, je veux dire, baiser à Singapour, mais top. Vous savez pourquoi? Mais Chiara, vous savez, moi, on voulait me forcer de me marier à 14 ans. J'expliquais à papa que je voulais gagner un peu d'argent. Je me suis mise derrière un ordinateur.
j'ai eu des opportunités, j'ai fait ma carrière, je suis devenue indépendante et maintenant, je choisis moi mon mari. Parce qu'ils peuvent devenir sociologues et de toute façon, ils auront toujours un travail. Eh bien non, il faut être là où on peut transformer les choses. Je vous donne un dernier exemple du paradoxe des genres. Non, 2. 1. Malaisie, Philippines, Vietnam. Je ne sais pas si vous connaissez ces pays-là. Vous avez vraiment du brain dans tout ce qui est informatique, numérique, hommes et femmes. Hein. Moi, par exemple, le cours des rizières, c'était les filles qui allaient étudier l'informatique. Je l'ai fait à l'époque, c'est la coopération, ce n'était pas du tout pour promouvoir les femmes, c'était juste parce que voilà, c'était un moteur économique. Et en Malaisie, aux Philippines, vous avez la moitié des chercheuses qui sont des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont très bien compris que c'est comme ça qu'elles ont accès à l'argent, à l'indépendance, etc. En Malaisie, tout l'asset management, on met en femmes. Vous avez des femmes malaises ici? Toute la bourse, la patronne est une femme. La banque centrale, c'est une femme. Tout ce qui est le financement important, c'est des femmes. Parce que, évidemment, avec un background d'ingénieur. Parce qu'elles ont dit, comme ça, on existe, on ne reste pas voilé chez nous. Alors, est-ce que nous, ici, qui avons le choix, on doit attendre? Donc, le paradoxe du genre est quelque chose qui m'énerve profondément, parce que est de dire, ce n'est pas que dans des pays où on n'a pas le choix, qu'on le fait parce qu'on sait qu'on s'en sortira mieux, que de comprendre que c'est là où il faut être si on veut changer les choses. Et si vous regardez un exemple, moi j'ai beaucoup d'admiration, quelqu'un qui est vraiment une amie que j'aime beaucoup, Kristalina Georgieva. Elle vient d'où, Kristalina Georgieva? Elle est bulgare. Irina Bokova, elle est bulgare. Tous les deux ingénieurs. Un petit pays comme la Bulgarie. Eh bien, l'Union soviétique, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Mêmes opportunités, filles et garçons, tu conduis le tracteur, tu conduis le bus, mais tu es aussi chimiste, physicienne, ingénieur. Donc, les générations actuelles ont des rôles modèles de leur mère qui étaient toutes à très haut niveau intellectuel et que donc pour eux, c'est normal d'être médaille Fields ou autre, etc. Donc, quand on a une même éducation et on a une même comment on peut dire ça, qu'on ne fait pas des différenciations si c'est une fille ou un garçon, en fait, c'était le régime soviétique, je le souhaite à personne, mais je dis simplement que le résultat d'une éducation qui était complètement égalitaire, mais vraiment égalitaire sous tout point de vue, y compris social, ça donnait des fruits en termes de nombre de femmes qui sont là dans les métiers du futur. Bon, on pourrait en discuter longuement parce qu'il y a derrière, il y a d'autres implications, j'imagine. Donc oui, je ne vais pas réagir à ça. Allez, que fait-on en France? Alors moi, la France, je dois dire une chose, je suis admirative de la France. Je pense qu'il n'y a que les Français qui ne comprennent pas qu'on est dans un pays exceptionnel. Et plus vous voyagez, moi j'étais dans 98 pays, si j'ajoute le Vatican, ça fait 99. Donc j'ai quand même beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré des gens dans le monde entier. La France, c'est les pays des libertés, c'est les pays des droits de l'homme, c'est les pays de l'innovation, c'est les pays des lumières. Nous, ici, on se critique du matin au soir. Et je vous assure que là où j'avais les plus de critiques sur la France, c'était dans l'ambassade de France, quand je faisais mes roadshows sur l'attractivité. Donc, ça me fait mal au cœur de dire, on ne se rend pas compte. Mais vous savez qu'on est championne du monde, de loin, dans les pays du G7 et du G20, au-dessus de la Norvège et de la Suède, au nombre de femmes dans les boards. Au monde, premier au monde. 46% des femmes dans les boards, en 10 ans. Trouvez-moi un pays qui a fait ça. Et les femmes étaient là. Je veux dire, on n'a pas mis des gens incompétents dans des boards des grandes sociétés du CAC 40, que je sache. Deuxième, on a une loi qui vient d'être votée l'année dernière, la loi Rixin-Castaner. Chapeau. C'est la première loi au monde dans laquelle on prépare les viviers pour arriver à être prête, permettez-moi de dire ça, en fait, d'avoir les compétences pour pouvoir être leader et manager dans les CODIR et les COMEX. Et en termes de compétences, c'est-à-dire on prépare les pipelines, les viviers, pour être en sorte qu'on ne pique pas la place au monsieur qui pendant des années a été sur le chantier. Ben, elle aussi va sur le chantier, arrivera au bon moment et aura toute sa place dans son COMEX. Parce que le moment que dans un COMEX, on décide où on fait un pont, ce n'est pas une question d'hommes et de femmes. On prendra le meilleur ingénieur. Donc, s'il n'y a que des hommes ingénieurs, les fameux 80%, ce sera un homme qui décidera comment faire les ponts, et le fera même très bien, etc. Donc, c'est une question de talent là où on prend les décisions importantes. Permettez-moi, mais si dans les COMEX, vous n'avez que des gens qui viennent du marketing, de la communication et des ressources humaines, ou de tout ce qui n'est pas opérationnel, les décisions, ça ne sert à rien. C'est des nombres, mais ce n'est pas ça qui va changer les choses.
D'où cette loi qui est très intéressante parce qu'elle prend tout cela en compte. Alors, où est-ce qu'on est en France? Alors, en matière de STEM, on est très mauvais. On est très mauvais. Moi, je me suis occupée d'attractivité pendant près de 30 ans, plus de 30 ans, que ce soit avant la région et puis à la tête de l'Agence pour les investissements internationaux. Qu'est-ce que j'ai vendu aux étrangers? Nous avons les meilleurs ingénieurs du monde. La France est le pays des Descartes. La France est un pays des bâtisseurs. La France est un pays innovateur. Et on a cette image dont on ne se rend pas compte ici, mais qui est vraie. Qui est vrai. Après les Romains, qu'est-ce qui a fait aussi bien que les Français? Je dis bien après les Romains parce que je suis italienne. Hein. J'ai bien compris que les Romains, ils avaient quand même inventé comment on faisait les routes bien avant que les Français arrivent. Mais tout ce qui est planification, alors sérieusement, urbanisation, conception des villes et tout ce qui est gestion urbaine, on est les meilleurs au monde. Mais où sont les femmes? Vous savez les chiffres en France? Ils sont catastrophiques. Donc mon rêve, c'est qu'en France, pays d'ingénieurs, on devienne aussi un pays d'ingénieuses, de développeuses d'intelligence artificielle, des vigies de la cybersécurité, de celles qui inventent la mobilité de demain, qui inventent la transition écologique. Elles sont là, les femmes dont on a besoin. Les femmes qui sont là dans ce métier-là. Et ça, la France n'est pas à l'auteur de nos attentes, alors qu'on a des écoles formidables. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux parce que vous êtes là. Vous êtes capable de faire transformer les choses. Il faut juste que vous arriviez à être plus nombreuses parce que là, on a besoin de nombre. Et on a besoin, une fois de plus, de démontrer qu'on est capable d'être là où on a besoin de nous. Alors, vous allez m'en vouloir, je vais encore diverger de notre programme prévu. Je vais vous poser une question quand même. Oui, quand même, une question. Que pensez-vous de la parité? Alors, moi, la parité, si vous voulez, c'est pas un fin en soi. J'insiste, c'est l'équité plus que la parité. Je veux dire, c'est scandaleux qu'on n'ait pas les mêmes salaires, donc c'est une question d'équité. Puis la parité. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on puisse avoir le choix. C'est-à-dire, c'est ce que je disais avant. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment dire, je veux contribuer à faire quelque chose d'important, je vais avoir le choix de pouvoir le faire. Et je vous prends un exemple qui m'était à cœur parce que j'ai beaucoup parlé. Moi, donc, avec ces rapports, j'ai rencontré comme énormément de gens et beaucoup de jeunes. Et puis, j'en ai parlé beaucoup dans le monde entier. C'est une thématique que j'ai beaucoup portée au G20 l'année dernière en Italie. D'ailleurs, la place des femmes dans les STEM fait partie de la déclaration finale que nous avons coécrite avec le président Draghi. Donc, vous voyez, je suis contente, ça apporte des choses. Là, cette année en Indonésie, pareil, ça apparaît au moins dans une prise de conscience. 72% des filles qui ont entre 10 et 12 ans, 72% des filles du monde, veulent travailler for purpose, veulent avoir un impact positif, veulent faire quelque chose d'utile. À mon époque, et vous avez bien vu que je suis une vieille dame par rapport à vous, les filles voulaient être maîtresses d'école pour transmettre, pour aider, ou infirmières pour soigner, pour protéger. Eh bien, il faut expliquer aux filles maintenant que s'ils veulent vraiment être utiles, s'ils veulent vraiment contribuer, porter une contribution, c'est beaucoup mieux que ce soit elles qui conçoivent les MOOC pour faire un enseignement à large échelle, ou que ce soit celles qui inventent les robots qui aident les infirmières, ou celles qui, encore mieux, inventent le vaccin qui va soigner les gens. Mais ne pas rester dans des rôles, permettez-moi, de service, mais de conception, qui va beaucoup plus loin, pour qu'on invente des choses qui correspondent à ce que tout le monde attend. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que dans mon rapport, vous ne m'avez pas posé la réponse. Non, mais j'allais vous la poser. Mais allez, c'est une discussion de vieux, là. Excusez-moi. Oui, donc qu'est-ce que vous proposez concrètement? Dans ce rapport, que d'ailleurs je n'ai pas fait toute seule, et je voudrais vraiment rendre hommage. Ce rapport m'a été commandé à l'issue du G7 par le gouvernement français et par le président de la République. Et je l'ai présenté le 5 février. Je donne cette date parce que c'était juste avant la Covid, ou le Covid, je ne sais plus comment il faut dire, à Bruno Le Maire, à Frédéric Vidal, à Marlène Schiappa, à Agnès Pannier-Runacher et à Cédrico, qui étaient les 5 avec lesquels j'ai travaillé vraiment au quotidien. Pour vous dire, ce n'est pas une histoire d'égalité de genre, c'était une histoire de fond, de comment faire en sorte de... Il manquait M. Blanquer qui ne pouvait pas être là, mais on l'avait drôlement associé à nos travaux. Je me suis inspirée des travaux, notamment, je rends hommage, pas parce qu'il est au premier rang, à Guy Manoumani, parce que son livre a été ma Bible. Ça a été vraiment un précurseur. Il avait déjà fait le tour de la question, il avait déjà préconisé des solutions. Et j'ai beaucoup travaillé avec les associations qui existaient et autres, parce que c'était du franco-français. Mais moi, j'ai apporté du benchmark international pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Écoutez, moi, il me semble qu'il y a une seule, simple, si je dois résumer les 27 recommandations, il y a une qui est importante. C'est créer un parcours tout au long de la vie, a long life story,
qui commence dans les bancs d'école à 5 ans et qui finit dans les conseils d'administration. Donc, faire en sorte qu'il y ait une identité STEM pour les filles. Donc, expliquer aux parents. Vous savez que j'ai fait il y a 2 ans un sondage, toujours dans les pays du G7, les plus riches, en demandant qu'est-ce qu'on pensait des femmes dans les STEM. Réponse, 4 personnes sur 10. Chiffre officiel, sondage Ipsos. 4 personnes sur 10, femmes et hommes, considèrent que le cerveau des femmes et des hommes n'est pas le même. Donc on part de loin. Que le cerveau des hommes est fait pour les matières scientifiques et celui des femmes est fait pour protéger, à la limite, la littérature. Mais voilà, il ne faut surtout pas qu'on se mêle des choses qui ne sont pas de notre compétence. 4 sur 10 dans les pays du G7. Donc on part de loin, on a des stéréotypes forts. Donc première chose, à partir de 5 ans, convaincre les parents, ce que je disais tout à l'heure. Vous savez qu'il y a presque 1 million de jobs disponibles en Europe. 1,5 million dans les numériques. 1,5 million là, mais demain, hein, hommes et femmes. Donnons une opportunité à nos enfants. S'ils veulent travailler, du travail qui en plus donne satisfaction, parce qu'il vous donne du pouvoir, vous donne de l'indépendance économique, parce qu'ils sont bien payés, vous donne la possibilité voilà, de jouer dans la cour de grand. Moi, j'ai une amie astrophysicienne qui travaille à l'ESA. Quand elle revient dans son village à Naples, on lui jette des fleurs par terre quand elle passe. C'est authentique, parce qu'ils sont fiers d'elle. Fierté d'être dans un job d'homme. Tout le monde peut y arriver, hein, c'est pas compliqué. Et là, il faut commencer à 5 ans. Et ce qu'a fait Agnès Pannier-Runacher, par exemple, cette charte sur les jouets, extrêmement important. Parce que si vous habillez toujours les Barbies de princesses ou de choses qui font rêver, hein, effectivement, astronaute, experte, cybersécuritaire, comment est-ce qu'on dit, vigile de la cybersécurité. Comme ça donne envie. On a un modèle. Comment voulez-vous vous identifier dans quelque chose que les jeux vidéo? On arrête de faire des jeux vidéo. Il y a des gens qui font des jeux vidéo là. Arrêtez de faire des jeux vidéo qui tuent. Apprenez aux jeunes à faire des jeux qui sauvent la vie. Massage cardiaque sous la musique de Staying Alive. Voilà, apprenez. Ça intéressera les filles tout à coup. Elles n'ont pas envie de les tuer. Ça les amuse pas. Donc, c'est tout un changement de mentalité. 5 ans. Donc, 5-10 ans, c'est vraiment le clou. Parents, enseignants, médias, on y reviendra. Les stéréotypes des médias, extrêmement forts. Les publicités, extrêmement fortes. Excusez-moi, mais toujours quand on voit la femme qui fait la lessive et l'homme qui regarde le journal de sport, on est quand même au XXIe siècle, il y a un moment, ça ne va plus. Mais ça continue à exister. Hein. Donc, changeons ces stéréotypes qui sont innés, c'est la faute à personne, ils sont là, changeons ça. Deuxième étape fondamentale, 12-15 ans. C'est là où on décide qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, il faut des rôles modèles, il faut des gens qui font rêver, il faut des gens qui vous donnent envie de faire, qui ont rêvé, qui disent « j'ai échoué, mais pourquoi pas, je peux y arriver ». Et puis, il faut quelque chose qui me paraît extrêmement simple, c'est de mettre en valeur ceux qui réussissent. Les universités qui attirent de plus en plus de filles, moi, je ne veux pas de quotas, mais mettre des objectifs chiffrés en disant, voilà, qu'on a mis dans la loi d'ailleurs, 40%. Mettre des objectifs chiffrés dans les grandes écoles, les universités en disant, plus vous arrivez à attirer des jeunes filles, et plus vous aurez des subventions, des incitations fiscales et autres, et plus vous serez mis en valeur par rapport aux parents et autres. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas aussi flécher la taxe d'apprentissage des entreprises sur les universités qui ont plus de femmes dans les STEM. Vous êtes une entreprise dans la tech qui a besoin de femmes dans la STEM, eh bien, mettez votre argent là où on prépare vos talents. Je veux dire, c'est du bon sens, ce n'est pas des choses absurdes. On le fait dans d'autres pays. Alors, moi, je sais au G20, je vais proposer encore plus, je vais proposer de faire une taxe spécifique de 15%, de 3% sur les 15% qui avaient été décidés l'année dernière au G20, sur les grandes fortunes GAFA internationales. C'est à peu près, c'était à peu près 4,5 milliards par an pour faire des plans de communication au niveau national dans les pays du G20 pour inciter les filles à s'intéresser au STEM. Bon, ça, c'est au niveau international. Mais en France, on fait beaucoup de choses. Vous avez des entreprises qui peuvent expliquer combien on peut être utile quand on est là-dedans, comment on peut lutter efficacement. Greta dénonce. Soyez une Greta qui agit, parce que vous avez les capacités de le faire. Donc, devenez une experte en énergie. Comme ça, vous pouvez faire une transformation énergétique à la tête d'une entreprise et apporter votre contribution. Voilà, c'est ça qu'on peut faire. Et il y a plein de choses à faire. Et il y a une autre chose qui est très importante, pardon, et puis j'arrête, je ne sais pas quel est le temps, c'est que d'un côté, il faut les attirer. On a un vrai problème de fond. Mais en France, 58% de filles et femmes qui sont dans les STEM sont bons.
58%, après 10 ans. Parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise, parce qu'elles ne se sentent pas appréciées, parce qu'elles se sentent dans un milieu qui n'est pas le leur. Mais qu'est-ce que ça nous coûte de faire en sorte qu'elles se sentent acceptées, qu'elles se sentent vénérées, appréciées, promues, appréciées. Et moi, je plaide beaucoup, là aussi, je trouve que la France est vraiment une championne, on le dit passé. Les congés paternité, ça change la vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez que vous partagez avec votre conjoint, votre compagnon, votre, je ne sais pas quoi, le père de vos enfants, la charge familiale, et que donc vous pouvez revenir au boulot, parce que lui aussi est avec vous, ça change tout. Donc là, moi, je plaide pour 14 jours obligatoires, et ça, je le porte au G7, par exemple, 14 jours obligatoires, rémunérés, bien entendu. Et je trouve qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu, mais peut-être que les femmes ne le savent pas assez, et ne savent pas assez combien elles sont acceptées. Et dernier point, 40, 50 ans, on revient après les enfants, eh bien, on est qui? On est personne parce qu'on n'a plus de compétences. Skill, upskill, cross-skill. On a besoin de femmes. Simplon fait un travail remarquable avec des entreprises derrière. Il y en a plein en France qui font des choses remarquables. Mais si on arrêtait de saupoudrer l'argent public à 1000 petits trucs et on le mettait sur des associations qui marchent, des organismes qui fonctionnent, on mettait le paquet pour faire des géants qui marchent et qui font vraiment changer les choses, ce serait beaucoup mieux. Donc, flécher l'argent, il est utile, investir de façon responsable et porter un exemple, ce qui marche, de façon à ce que les autres aient envie de suivre. Merci. Merci. Alors, je m'excuse, j'ai un peu divergé parfois, mais c'était de toute façon intéressant. Et je tiens à vous en remercier. On va dépasser un petit peu le temps, mais ce que je vous propose, c'est juste qu'on joue. Vous restez encore avec nous quelques minutes? Je suis là tout l'après-midi. Allez, y a-t-il des questions? Je propose que éventuellement vous répondiez à quelques questions s'il y en a des personnes. En tout cas, vous êtes, on est convaincus, hein, vous écoutez. Mais allez, quelqu'un veut se risquer à poser une question? Non? L'important, c'est qu'on m'écoute au niveau international et qu'on fasse avancer les choses, qu'on fasse des lois, qu'on crée l'environnement. C'est-à-dire, c'est ça ma mission. C'est ça qui est important. Et il faut que vous me nourrissiez d'éléments que je puisse porter aux grands de ce monde, qu'ils soient publics ou privés, pour enrichir les débats et pour les convaincre qu'il est indispensable. Eux ne peuvent pas tout faire. Après, c'est à nous de nous prendre en main. Mais ils peuvent créer l'environnement favorable en termes de lois, en termes de best practices, en termes de modèles que les autres vont suivre. Si la France, l'Allemagne et les UK font quelque chose, mais les autres vont être obligés. Parce que les jeunes vote with their pockets. Et à la fin, choisiront toujours les entreprises qui seront les plus favorables à un monde moderne, inclusif, juste et qui intègre les compétences de tout le monde. Sensibiliser les grands, je vous rejoins tout à fait, mais on a aussi un travail de fond à faire sur le terrain. Il faut le rappeler, et là je tiens à remercier Nassira, et vous l'avez fait, mais voilà. Et également rappeler, vous l'avez dit très clairement, que c'est le rôle des femmes et aussi des hommes. Et ce n'est pas pour rien que je suis membre du CEF6 et membre du conseil d'administration et que je vous approuve totalement dans votre discours. Pas de questions, non? Vous savez pourquoi c'est important la cybersécurité? Vous connaissez tous l'histoire de la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, on connaît tous, mais l'histoire de la reconnaissance faciale. Ça fait partie d'un travail de fond que nous avons fait pour voir quels étaient les biais et les dangers de l'intelligence artificielle. Actuellement, vous avez 98% d'hommes qui sont reconnus, par exemple, quand ils passent un portique facial à un aéroport, dans une période de terrorisme, de cybersécurité et de tout ce qu'on veut. Les femmes sont reconnues, 35 femmes noires, 35% de moins. Parce que ceux qui codent sont des magnifiques ingénieurs blancs dans la Silicon Valley qui ont préparé des magnifiques reconnaissances faciales avec un brain exceptionnel, mais sont tous blancs, je mets les Indiens dedans blancs, tous issus des mêmes écoles, des mêmes systèmes, et donc n'ont absolument pas pensé que qui passe les portillons peut être aussi une femme noire. Donc moi je suis une terroriste, je sais comment faire. Hein. Oui. Faites attention. Alors par expérience, je peux vous dire que si vous allez en Chine, c'est 100% qui passe. Hein. Là, il n'y a pas de problème de reconnaissance, tout le monde est repéré. C'est vraiment, voilà bien la différence. Il y avait une question? Bonjour, merci beaucoup de votre intervention, c'était très intéressant. En fait, la question que je me pose, c'est qu'on parle beaucoup de la minorité
des femmes dans tous les domaines économiques ou scientifiques. Mais on parle très peu aussi de la contribution des hommes pour que les femmes puissent aussi accéder à ces choses-là. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire pour que les hommes aussi se rendent compte qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans le développement des femmes. Quel est votre prénom? Odile, je suis Odile Huchet. Odile, c'est la question. Si les femmes continuent à faire des féministes idiotes qui travaillent dans leur coin, on n'ira jamais nulle part. C'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire. Les Amazones n'existaient plus. Elles se sont éteintes toutes seules. Donc, moi, toute ma vie, je travaille avec des hommes et je dois dire que j'ai connu que des hommes exceptionnellement formidables pour associer les femmes et les promouvoir. Très souvent, c'est les hommes qui vont choisir les talents femmes et les portent après eux. Il ne faut pas rêver, hein? Ce n'est pas forcément les femmes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai eu la chance de travailler avec elle plusieurs années de suite. Madeleine Albright disait il y a une place en enfer pour les femmes qui ne s'aident pas. Souvent, c'est les hommes qui nous aident. Il ne faut pas penser que c'est des ennemis. Au contraire, j'insiste, il y a des entreprises françaises incroyables. Je ne vais pas les citer, mais moi, par exemple, je me suis entourée de tout un cercle de grands patrons français et internationaux qui font, là, par exemple, la semaine prochaine, je fais des mini-clips, des vidéos pour le G7. Qui j'interviewe? Jean-Pascal Tricoire. Il a attendu personne pour faire l'égalité des salaires dans un groupe de 200 000 personnes à travers le monde. Il n'a pas attendu une loi, il est quoi? Il l'a fait. BNP Paribas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis très longtemps, ils font des choses incroyables pour les femmes. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait des lois pour donner un congé paternité. Ils l'ont entendu dans le monde entier, donc c'est facile de le faire en France. Mais faites-le en Indonésie, faites-le au Maroc, faites-le en Afrique du Sud. Quand vous êtes une banque mondiale, ce n'est pas si facile que ça. Plus le fonds pour l'entrepreneuriat des femmes. Il y a plus de 3 milliards qui sont donnés. On ne le dit pas, c'est ça, c'est des hommes. Mais je peux vous en citer L'Oréal. Ils font des choses formidables, y compris pour les femmes dans les STEM. Mais je pourrais vous en citer ça. En France, on a vraiment des champions mondiaux qui donnent l'exemple. Alors là, je suis sûre que je fais des gaffes parce que j'en oublie la moitié. Mais franchement, on est vraiment exemplaires en France. Et c'est les hommes. Alors, que derrière, après, il y a des femmes qui, de temps en temps, disent, écoutez... Mais si on est là pour dire je veux la place d'un homme, on n'ira jamais nulle part. Et en plus, ce serait stupide, parce qu'on a besoin d'hommes et des compétences des hommes. C'est juste, j'insiste, c'est la complémentarité, c'est la valeur ajoutée, c'est le fait que tout seul, on n'est pas bon, on est mieux à deux, qui fait qu'il faut travailler là-dessus. Mais là-dessus, je suis très sévère, parce que je crois que les féministes exacerbées nous ont fait beaucoup de mal. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à en avoir marre des combats en disant mais on en a marre de celle-là, en fait, franchement, mais qu'est-ce qu'elle veut de plus? Donc, faisons attention. Tout seul, on ne fera jamais rien. Et surtout, ce serait aberrant. Donc, moi, c'est toujours avec les hommes. Moi, c'est jamais sans elles, c'est jamais sans eux. Vous verrez jamais un panel que j'organise moi sans un homme, pour moi.